Dans l'affaire Omar Haddad, la justice française vient d'ordonner de nouvelles expertises graphologiques pour essayer de lever le mystère sur la fameuse inscription « Omar m'a tué ». À l'époque, la cour d'assises s'était en grande partie appuyée sur l'inscription « Omar m'a tué » tracée en lettres de sang sur une porte de la chaufferie. Les résultats d'analyse d'hier confirment que l'enquête a été menée d'une manière approximative et que les gendarmes ont accumulé les négligences. 10 ans après l'assassinat de Ghislaine Marchal, la vérité n'a toujours pas éclaté. Omar Haddad, condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de Mme Marchal, va-t-il voir son procès révisé? En tout cas, le parquet de Grasse a reçu des instructions pour lancer une enquête préliminaire afin de vérifier le témoignage d'un ancien détenu qui innocenterait le jardinier marocain. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Omar Haddad a été condamné pour le meurtre de Mme Marchal. Mais figurez-vous que sans connaître tous les détails de l'histoire, un sondage a montré que les Français ont une opinion sur cette affaire. À 64%, ils sont favorables à la révision du procès. C'est l'histoire d'un coupable désigné par le sang, jugé par 4 lettres. C'est la réponse d'une énigme criminelle inscrite sur une porte. Que demander de plus? Que chercher de plus? Eh bien, chercher une vérité qui ne serait pas inscrite sous notre nez. Chercher la vérité. La victime est Ghislaine Marchal. Veuve de 65 ans, elle n'est pas milliardaire mais a une vie plutôt confortable qu'elle partage entre la Suisse et la France. Décrite par son entourage comme très distinguée, charmante, s'exprimant très bien, c'est une femme souriante, organisée et très coquette. Ghislaine Marchal cesse de donner signe de vie à partir du 23 juin. On sait seulement qu'elle a passé son dernier coup de téléphone ce même jour à midi. Elle est invitée chez ses voisins mais ne s'y rendra pas. Ce lundi 24, on s'inquiète car Madame Marchal n'est pas du genre à disparaître. La société de gardiennage qui s'occupe de la propriété est prévenue et se rend sur place. La porte n'est pas verrouillée. L'alarme n'est pas mise en route et aucune trace de Ghislaine Marchal dans la maison. Les gendarmes sont appelés et décident de fouiller la cave. Les explications qui vont suivre n'ont pas pour but de s'acharner à clamer l'innocence d'un homme pourtant condamné, ni de réinventer l'histoire. L'objectif de ce travail est de vous démontrer que l'histoire criminelle doit se construire à partir de la scène de crime et non pas à partir d'un coupable idéal. Par conséquent, ce travail évoquera seulement la scène de crime et ses 3 aspects essentiels. La barricade, les inscriptions, le corps inanimé de la victime. Pour chacun de ces éléments, il est intéressant, à partir des constatations, d'évoquer ce que l'enquête a déduit de ces constatations. De soulever les questions qui restent sans réponse et d'envisager une autre version des faits que celle retenue par la justice. Lorsque les gendarmes arrivent à la chamade et décident de fouiller la cave, la porte de celle-ci est fermée. Il leur faudra 20 minutes pour parvenir à l'ouvrir. Elle finira par céder et les gendarmes constateront qu'une barricade avait été placée derrière la porte à l'aide d'un lit pliant, d'une barre métallique et d'un chevron. Une fois à l'intérieur, les gendarmes trouveront également une chaussure au sol près du lit. Beaucoup d'enquêteurs, de médecins, ont expliqué qu'il est possible que Madame Marchal, dans les derniers instants de sa vie, fût été dans une démarche de courage et d'instinct de survie. Les blessures qu'avait Mme Marchal étaient multiples, importantes, mais absolument pas mortelles, immédiatement mortelles. D'après eux, il est tout à fait possible qu'elle ait pu soulever un lit pliant pour se barricader dans l'espoir de repousser son agresseur. Quant à la chaussure retrouvée au sol près du lit, les enquêteurs en ont déduit, bien évidemment, qu'elle l'avait perdue en tentant de se barricader.
Doit-on considérer que la barricade a été posée nécessairement de l'intérieur, ou peut-on raisonnablement penser qu'il est possible de l'avoir installée de l'extérieur? En effet, si le bon sens nous amène à considérer que c'est Madame Marshall qui s'est barricadée, ce même bon sens ne peut-il pas nous amener à nous demander comment une femme âgée de 65 ans, lardée de coups de couteau, égorgée, ayant un traumatisme crânien, a eu la force de trouver un mécanisme pour se barricader. Mécanisme d'ailleurs brillant, peut-être un peu trop pour être spontané. Autre remarque. En réalité, la chaussure retrouvée sur le sol n'est pas d'un grand secours pour l'enquête, si on tient compte que sa position près du lit ne tient qu'au fait que le lit a été projeté au sol par les gendarmes au moment de l'ouverture de la porte. Le seul élément qui nous est apporté par cette chaussure est que bizarrement, elle est vierge de sang alors même que sa propriétaire avait les pieds blessés. La défense soutient une toute autre version au regard de l'état physique de la victime et estime que le mécanisme de la barricade a pu être installé par l'agresseur de l'extérieur. La porte est entrebâillée, il y a ici le bâton de la porte, on tient le lit droit, on referme la porte et très naturellement, le lit vient s'adosser à la porte et donne l'impression qu'effectivement, ce positionnement a été effectué de l'intérieur alors qu'en réalité, nous l'avions réalisé de l'extérieur. À ce jour, la question de la barricade reste matériellement une énigme. Une seule certitude. Si cette barricade n'avait pas existé, les inscriptions retrouvées sur les portes de la cave par lesquelles Madame Marshall a désigné son agresseur auraient donné lieu à plus de questionnements sur l'auteur de ces lettres de sang. Et le résultat de l'enquête n'aurait sûrement pas été le même, car 3 hypothèses auraient alors été étudiées. Les inscriptions ont pu être écrites par Madame Marshall, mais aussi par l'agresseur lui-même, ou encore les mains de Madame Marshall sous les ordres de l'agresseur. Effectivement, puisque Madame Marshall était barricadée dans cette pièce, la logique veut qu'elle seule soit l'auteur du fameux « Omar m'a tué ». Dans la cave, les gendarmes constatent 2 inscriptions en lettres de sang. Une première sur la porte située dans le couloir de l'entrée « Omar m'a tué ». Tué, T-U-E-R. Une seconde quasiment illisible et inachevée, Omar m'a tué, sur la porte de la chaufferie, juste à côté de l'endroit où est retrouvé le corps de la victime. On a tout naturellement déduit de ces 2 inscriptions que Madame Marshall, dans les derniers instants de sa vie, a eu la force de désigner son agresseur à 2 reprises. C'est donc une femme torturée qui va durant son agonie écrire le nom de son agresseur en lettres de sang sur les portes de la cave. La première inscription alors qu'elle disposait encore de la force d'écrire lisiblement, la seconde à la fin de son agonie. Si les experts s'accordaient à dire que les inscriptions avaient été faites par Madame Marshall, aujourd'hui ils refusent à trancher cette question et soulignent que chacun perd son identité graphique en situation de peur sur un support vertical. Il n'en reste pas moins que le second message a suscité de nombreuses interventions, comme celle de cette journaliste. Et quand on voit ces portes, je vous assure que ça c'est un truc qu'on n'oublie jamais. Et surtout parce qu'on voit l'agonie de la victime. Surtout sur la 2e porte, c'est-à-dire la porte sur laquelle est inscrit Omar m'a tué, qui s'arrête sur le T, parce que la phrase ne peut pas être terminée, et à ce moment-là, on voit à la fois, d'abord la phrase décline vers le sol, le verbe ne se termine pas, on voit des traces d'appui de main de quelqu'un qui s'appuie, qui s'accroche, qui essaye de s'accrocher à cette porte pour finir sa phrase, mais qui n'y arrive pas, et qui tombe, et qui tombe, et qui tombe, et on voit des dégoulinades comme ça, des traces de sang, de mains ensanglantées qui glissent sur la porte, et ça s'achève en bas. Et on voit la personne qui essaye de se rattraper parce qu'il y a des doigts comme ça, et puis hop. Il faut rappeler que lorsque les enquêteurs arrivent sur les lieux du crime, la lumière est éteinte et il n'existe aucune trace de sang sur l'interrupteur. Ce qui signifie que Madame Marshall, qui avait les mains ensanglantées, n'a pas appuyé sur cet interrupteur et qu'elle a donc été contrainte d'écrire et de se déplacer dans l'obscurité. S'agissant de la première inscription, la phrase est complète « Omar m'a tué ».
tout à fait lisible et écrite de manière rectiligne. Comment peut-on écrire de manière aussi parfaite dans le noir? Comment une femme agonisante peut-elle avoir la force d'écrire sur la partie haute de la porte? Est-il normal qu'il n'y ait pas de traces de coulée de sang sur la porte? Sur ce homard m'a tué, on voit que l'inscription est écrite de manière très droite. Les lettres sont espacées de manière très équilibrée. Certaines lettres vont même être repassées. La trace de sang en dessous du homard m'a tué serait la trace de tête laissée par la victime qui aurait donc écrit « bras tendu au-dessus de la poignée », aussi haut alors qu'elle agonise et en ne laissant aucune trace de coulée de sang. Comment est-ce possible? Sur la seconde inscription, homard m'a tué, le message est beaucoup moins lisible, désorganisé et inachevé. On voit des traces de projection en haut de la porte. Or, elles ne sont pas crédibles, elles ne sont pas possibles. Le haut va être repassé, on s'acharne, comme si une main voulait s'agripper à une porte. Or, si c'était réellement une main qui voulait s'agripper, on n'aurait pas des traces de mouvement. Certaines lettres vont être repassées. Pourtant, le message reste inachevé et on retrouvera le corps de la victime plus loin dans la chaufferie. Une réponse, staging. Mise en scène de l'agonie d'une personne qui serait capable d'écrire lisiblement au début de son calvaire et n'en aurait plus la force dans les derniers instants de sa vie. Sauf que la qualité de cette mise en scène est toute relative, dans la mesure où il n'est pas crédible que la victime se soit à nouveau déplacée après cette deuxième inscription pour finalement aller mourir à quelques mètres de là. Tout comme il n'est pas crédible que les deux inscriptions soient l'œuvre de Madame Marchal. Les docteurs Page, Ménard et Macario autopsient le corps de Madame Marchal 3 jours après la découverte de son cadavre. La conclusion est sans appel. Aucun des coups portés à la victime n'a immédiatement été mortel. En revanche, la somme de tous les coups et blessures l'est après une agonie certaine. Madame Marchal a effectivement été lardée de coups de couteau et de plusieurs coups de chevron au fond de la cave de sa villa, si violemment que les médecins légistes feront état d'une plaie qui laissait voir les os de son crâne. Les enquêteurs releveront également une trace de main ensanglantée sur le sol près du lit. Compte tenu de la barricade, des inscriptions et de la position du corps, le scénario retenu est le suivant. Madame Marchal se fait agresser dans la cave. Suite au départ de son agresseur, elle trouve la force de se barricader, puis inscrit une première fois en lettres de sang le nom de son agresseur. Se dirige ensuite vers la chaufferie dans un dernier effort, écrit la seconde inscription, avant de se déplacer plus loin dans la chaufferie. Mais quand bien même la victime se serait barricadée puis aurait décidé d'écrire le nom du coupable, où est le sang? Où sont les traces de sang? Où sont les traces de déplacement dans l'agonie de Madame Marchal? Sur le peignoir, répondront certains enquêteurs, c'est pour cela qu'il n'y a pas de traces de sang sur la scène de crime. Mais restons sérieux. La victime a été égorgée à 2 reprises. La victime a reçu 9 coups de couteau. La victime a été éventrée. La victime, lors de l'autopsie, a certains os du crâne qui sont visibles. Madame Marchal est pleine de sang, donc il n'est pas cohérent, compte tenu du chemin qui semble avoir été parcouru, qu'il n'y ait pas de traces de sang de traînage. Cette planche représente la cave de Madame Marchal. Ici a eu lieu la barricade, là le premier homard m'a tué, et enfin le second homard m'a tué. Ce qui signifie que Madame Marchal a dû se déplacer, ensanglantée, entre ces 3 points. Or, il n'existe aucune trace de sang. Il n'existe aucune trace de traînage que celles qui sont mises ici en rouge. Madame Marchal n'a donc pas dû se déplacer. La trace de main droite laissée à côté du lit est loin d'être subtile. Elle est propre et nette, loin de ressembler à une trace de main laissée par une femme qui agonise et qui se trouve dans une attitude instinctive de survie et de déplacement. La conclusion est claire, il manque du sang. Il manque des traces de traînage, comme celle-ci. Et puis la position du corps en elle-même pose question. Madame Marchal est retrouvée allongée sur le sol, en position ventrale, bras tendus au-dessus de la tête et jambes tendues.
C'est typiquement la position d'une personne qui a été transportée et non celle d'une personne décédée après une agonie. L'ensemble des blessures de Madame Marshall, du pied à la clavicule en passant par les membres, sont superficielles. Mais la victime était tout de même éventrée et égorgée. Blessures qui entraînent le plus d'écoulement de sang. Certes, il est possible qu'une partie des blessures ait été épongée par le peignoir. Mais ce peignoir ne peut à lui seul expliquer l'absence de traces de sang sur le sol. Madame Marshall a été retrouvée dans cette position. Lorsque les gendarmes enlèvent le corps de Madame Marshall, ensanglantée, voilà les traces de sang qu'ils trouvent. 2 petites traces de sang dues aux blessures qu'elle a aux mains, une trace de sang de l'égorgement, une légère de l'éventration et enfin 2 traces de sang correspondant aux blessures qu'elle a aux pieds. Cependant, au regard des blessures dont a été victime Madame Marshall, voilà les traces de sang que l'on aurait dû retrouver sur la scène de crime. L'égorgement et l'éventration sont des blessures qui causent une énorme coulée de sang. Alors pourquoi n'a-t-on pas ça sur la scène du crime? S'il n'y a pas de sang retrouvé sur le sol de la cave, c'est que la victime ne s'est pas déplacée comme l'agresseur a voulu le faire croire et qu'en conséquence, ce n'est pas elle l'auteur des inscriptions ni de la barricade. Où est ce sang qui aurait dû être à la fois projeté au mur au regard de la violence de l'agression et s'écouler sur le sol des suites des blessures? Il semble qu'il n'y ait pas d'autre solution que celle d'un support entre le corps et le sol ayant pu recueillir ce sang qui nous fait défaut sur la scène de crime. Une bâche a pu être posée sur le sol que l'agresseur a pris soin de récupérer avant son départ. En conclusion, la scène de crime fait penser à l'histoire du petit poussé qui marque son trajet. Mais dans cette situation, le chemin est trop clair, trop marqué, trop propre. Je dénonce à ce sang très clairement en lettres de sang. Omar m'a tué. Puis je me barricade. Puis je laisse une chaussure et une marque de main pour montrer que je lutte. Puis je me dirige vers la chaufferie pour écrire une deuxième fois le nom de mon agresseur, mais cette fois-ci de manière beaucoup moins claire pour montrer que je vais mourir. Sans avoir pu finir mon message, je me décale dans la chaufferie pour ensuite me retourner et me mettre sur le ventre dans une position qui n'est absolument pas naturelle pour quelqu'un qui décède de l'agonie de ses blessures. Mais on pourrait tourner un autre film avec l'histoire que je vais vous livrer. Imaginons Madame Marshall qui s'apprête à prendre un bain. Un problème d'eau chaude survient. Elle descend en baignoire pour se rendre dans la chaufferie se trouvant dans la cave. En réalité, il s'agit d'un guet-apens. Une bâche est déjà installée sur le sol pour qu'il ne soit pas possible de déterminer l'endroit exact où Madame Marshall se fait agresser. Compte tenu des blessures qui lui sont infligées, elle tombe immédiatement dans le coma, mais mourra une quinzaine de minutes après, comme l'ont relevé les médecins légistes. L'agresseur, ou plutôt les agresseurs, ne perdent pas leur temps. Ils récupèrent le sang sur la bâche pour écrire 2 messages qui permettront de faire accuser le jardinier. Ils sont 2 à porter le corps et à le déposer dans la chaufferie de manière tout à fait synchronisée, ce qui explique qu'il n'y ait pas de traces de sang gravitationnel en mouvement. Ils récupèrent la bâche, puis quittent la cave après avoir usé d'un stratagème permettant de poser une barricade à l'intérieur de l'extérieur. Ils auront la correction d'éteindre la lumière avant de partir. La suite, tout le monde la connaît. Les coulées de sang ont fait couler beaucoup d'encre. Personnellement, je m'interroge sur cette fameuse inscription « Omar m'a tué ». Si j'écris « Omar m'a tué », je constate ma propre mort. Mais une personne peut-elle constater sa propre mort? Cette question pour moi reste en suspens. Je veux seulement vous parler, vous dire que la vérité n'est pas toujours sous notre nez dénoncée. Les procès à charge et les enquêtes bâclées, une histoire qui laisse des questions brisées par le manque d'attention. Ça me fait peur. Rouge sang et l'écriture violente en est la lecture. Omar m'a tué, le coupable est écrit sur le mur.
désigné par le sang, jugé par 4 lettres. À première vue, l'affaire est simple, conclusion vite faite. Une affaire criminelle, la scène est étrange. Elle marque le nom de son jardinier avec son sang sur les phalanges. C'est l'histoire d'un prisonnier jugé sur des présomptions, coupable d'être innocent. De ce fait lourder la sanction. La justice se prononce, 18 ans de prison. Il clame son innocence, interprété comme un mensonge. Son avocat dénonce un jugement raciste, prenant l'image de cet officier qui avait le tort d'être juif. Un jardinier ayant le tort d'être maghrébin, c'est l'image d'un petit poisson se faisant bouffer par des requins. C'est l'homme dont tout accuse, un simple meurtrier condamné sur des preuves que la défense a fait plier. Omar m'a tué, Omar m'a tué, Omar m'a tué, oh, Omar m'a tué, Omar m'a tué. Une histoire qui laisse des questions, brisée par le manque d'attention. Ça me fait peur. Jeté à terre sans discuter, avec sa foi et son cœur, il a clamé son honnêteté. Oui, je le sais, l'homme a ses défauts et peut se tromper, mais comment ne pas insulter un travail quand il est mal fait? Il se bat comme un chien, prouvant qu'il était clean. Enchaîne les grèves de la faim, cataloguées par son origine. Synonyme d'injustice, quand le passé reste en dehors, on brise la vie du vivant, mais aussi la paix du mort. Quand la vérité reste au port du tribunal, un arabe meurtrier, on se dit que l'histoire est banale. Seulement la vérité prend le pouvoir sur le faux. La justice a brisé un homme qui doit vivre avec ce fardeau. On dit que le temps répare les erreurs, mais ne referme pas les blessures. La vie est faite de joie et de coups durs. Présumé innocent, suspecté coupable, c'est pas écrit par La Fontaine, mais l'affaire nous donne sa morale.